Fidèles téléspectateurs de Sherifa Télévision, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de 18h. À l'entame, le gouvernement malien a enregistré une performance religieuse en 2025 avec la création de 69 298 emplois bruts. L'information a été donnée par Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle ce vendredi dans l'après-midi à la faveur d'un point de presse tenu à la primature. On prépare à ce point de presse un parterre de journalistes, de patrons de presse avec la présence effective également du ministre en charge de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Écoutons en substance les propos de Madame le ministre au micro d'Al-Hamidou Balini et Foussine Keïta. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats encourageants en matière d'emploi au Mali au titre de l'année 2025. Fruit des efforts constants de notre gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et sous la bonne conduite du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, notre pays, en 2025, a enregistré la création de 69 298 emplois bruts, tandis que 3 795 emplois ont été perdus. Cela donne un solde net positif de 65 503 emplois, la meilleure performance des 5 dernières années en République du Mali. Pour comparaison, en 2024, le solde net était de 60 692 emplois, ce qui souligne une progression notable. Cette dynamique positive s'explique en grande partie par le rôle moteur du secteur public qui a généré 40 566 emplois, soit 59% des emplois créés au total. Ces résultats sont le fruit des recrutements dans la fonction publique, des investissements publics importants, ainsi que des dispositifs d'auto-emploi et d'insertion des jeunes. Le secteur public s'affirme ainsi comme un levier essentiel pour stabiliser et dynamiser notre marché du travail. Quant au secteur privé, il a créé 28 732 emplois en 2025. Bien que cette contribution reste significative, elle est en légère baisse par rapport à 2024, où 32 292 emplois avaient été créés. Cette tendance traduit un environnement économique encore fragile, marqué par une prudence des entreprises face aux investissements et des tensions dans certains secteurs d'activité. Vous savez que 2025 n'a pas du tout été facile pour tout le monde, mais particulièrement pour le secteur privé, avec tout ce que nous avons traversé comme crise. Sur le plan semestriel, la création d'emplois a été plus soutenue au premier semestre avec 38 864 emplois nets
représentant 59% du total annuel. Le second semestre a connu un léger ralentissement avec 26 639 emplois nets, reflétant un rythme de création un peu moins soutenu. Malgré quelques pertes d'emplois, celles-ci restent modérées, ce qui témoigne de la résilience de notre tissu économique national. Le solde net positif confirme la solidité des politiques publiques en matière d'emploi, l'impact structurant des investissements publics, ainsi que l'efficacité des mécanismes d'insertion professionnelle. Ces résultats démontrent clairement que les efforts du président de la transition, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement, portent leurs fruits. Commémoration de la journée des martyrs de mars 1991 à travers un colloque placé sous le thème sécurité humaine et recomposition socio-technologique au Mali, dynamique, gouvernance et résilience face à la crise post-2012. C'était ce 26 mars 2026 sous la présidence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière, Mahmoud Afé. Le compte rendu avec Korotoum Diabaté et Nuhum Kone. Le 26 mars 1991, le Mali a connu un coup d'État qui a mis fin au régime autoritaire de Moussa Traoré après des manifestations populaires pour la démocratie. Cette date est commémorée chaque année comme souvenir de la fin de la dictature et le début de la démocratie au sein de notre pays, d'où la tenue de cette commémoration de la journée des martyrs de mars 1991 sous l'intitulé « Sécurité humaine et recomposition socio-technologique au Mali. Dynamique, gouvernance et résilience face à la crise post-2012 ». Nous avons choisi ce thème-là parce que le Mali, avec la crise post-2012, est caractérisé par une crise multidimensionnelle, également exacerbée par les changements climatiques et aussi avec les vulnérabilités spécifiques. Et aujourd'hui, nous savons que l'innovation technologique est au cœur des stratégies de stabilisation du Mali, avec l'utilisation des drones, les systèmes d'alerte précoce, ensuite les médias sociaux, la cybercriminalité et autres encore. Donc c'est pour dire que cette année, nous avons pris les aspects sociaux de la crise post-2012 et également l'impact de l'innovation technologique dans les questions de résilience et les questions également, relatives à la stabilisation du Mali. Bien sûr, parce que nous sommes des universitaires et cela veut dire que notre rôle est de réfléchir, de penser et de proposer. Nous proposons simplement et ce sont les responsables là qui peuvent décider de ce qu'ils peuvent prendre là-dedans pour agir. Le ministre de l'Artisanat, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière a rendu un vibrant hommage à tous les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour la liberté de notre patrie avant de lancer un appel pressant. Ce colloque, c'est pour commémorer cette journée mémorable qui est un grand jour de souvenir pour le peuple malien. C'est le lieu de penser à tous les hommes et femmes qui sont battus pour la liberté, la dignité et la souveraineté de notre peuple. Mais c'est aussi un moment de partage de communion pour ensemble se donner la main pour bâtir le nouveau Mali qui est très cher aux plus hautes autorités du Mali. Donc je voudrais saluer les organisateurs pour le choix du thème qui parle de recomposition socio-technologique, qui parle de numérique, mais qui parle aussi de gouvernance
et qui parle aussi de l'évolution technologique en lien avec la société. Donc c'est un regard que les scientifiques vont jeter toute la journée aujourd'hui pour évaluer le contexte, évaluer un peu la trajectoire et évaluer un peu les évolutions et les tendances. Et je suis sûr que les réflexions et les échanges vont aboutir sur des résultats concrets qui vont contribuer à bâtir un nouveau Mali. 26 mars 1991, fin de la dictature. Début de la démocratie malienne, la lutte pour la liberté et la justice continue. Par ailleurs, le collectif pour la défense des militaires, fidèle à son engagement d'être en première ligne dans la dynamique de la refondation du Mali, a procédé à la cérémonie de présentation des numéros officiels pour les contributions patriotiques à l'opération Mali-Niédakoura en cas Faso Bara, à travers une conférence de presse ce mercredi 25 mars à son siège situé à Yérimadiozerni, en commune 5 du 10, en commune 6 plutôt, du district de Bamako. Reportage Ténénia Traoré et Abdouhoum Kone. L'exécution de l'hymne national du Mali, suivie d'une minute de silence à la mémoire des disparus, a été précédée des mots de bienvenue de M. Bourama Goïta. La présentation des numéros officiels pour les contributions patriotiques à l'opération Mali-Niédakoura en Faso Bara par le secrétaire général du collectif pour la défense des militaires a donné le ton de cette cérémonie. Le CDM a jugé utile de créer des conditions pour faciliter la contribution des patriotes qui manifestent la volonté de s'engager. Ainsi, nous avons mis à votre disposition des numéros simples, pratiques et fiables. Cette conférence de presse du CDM avait pour objet d'informer l'opinion nationale et internationale que le lancement officiel de l'opération Mali-Niédakoura en Faso Bara interviendra en premier lieu dans la commune 1 du district de Bamako. Sur la rue traversant le commissariat de Boulouka-Sombougou, où seront réalisés les premiers travaux de pavage et de curage des caniveaux. D'autres sites sont en cours d'identification avec pour ambition d'étendre progressivement cette dynamique sur l'ensemble du territoire national. L'opération Mali-Niédakoura en Faso Bara est pilotée par le CDM en parfaite collaboration avec les services compétents de l'État. L'opération Mali-Niédakoura s'inscrit dans la vision du président de la transition, chef d'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Alors mobilisons-nous. Nous sommes 23 millions de bâtisseurs en Faso Bara. Je vous remercie. À l'issue de la présentation, plusieurs témoignages ont été faits. Un très grand projet, un projet qui n'a d'autres objectifs qu'améliorer les conditions de vie des Maliens, de nos compatriotes. Il s'agit de paver les rues, il s'agit de curer des caniveaux, il s'agit de dégager les places, il s'agit de chasser la saleté, de chasser tout ce qui peut nuire. Il s'agit également de renforcer l'éclairage public. Je vous assure qu'on ne peut pas avoir meilleur projet que celui-là. Donc, ambassadeur de ce projet, à travers le CDM, je m'engage avec toutes mes forces. Et j'appelle tous les Maliens, où qu'ils soient, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il ne s'agit pas de contribuer qu'avec de l'argent. Celui qui ne saurait venir qu'apporter un coup de pelle, il a déjà contribué. Un honneur et une fierté pour l'ancien ministre et ambassadeur de l'opération Mali-Niédakoura d'avoir reçu un tableau décerné par le collectif pour la défense des militaires. Je viens à l'instant d'être désigné ambassadeur de cette belle initiative. Une initiative qu'il faut saluer et qu'il faut saluer avec force. Et j'en mesure les responsabilités, les enjeux. Et j'accepte de jouer ce rôle d'ambassadeur avec beaucoup de plaisir. Je remercie immensement le CDM pour m'avoir fait cet honneur, m'avoir donné l'occasion de contribuer au développement de mon pays d'une autre manière en tant que patriote, m'avoir donné l'occasion de contribuer
à la réalisation de cette belle initiative qui est un projet à saluer. La cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique des tableaux à la représentante du directeur général de la CS PONAV Mali et à l'ambassadeur de l'opération Mali Niéda Kouroua, suivi d'une prestation artistique. La Maison de la Presse a tenu une assemblée générale ce jeudi 26 mars 2026 à la Maison de la Presse pour discuter de la gestion de l'affaire du journaliste Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal Alternance. Cette assemblée générale organisée par la Maison de la Presse en collaboration avec les organisations professionnelles de la presse a permis aux responsables des fêtières de discuter de sortir de leur silence et de réagir face à cette situation, mais aussi de réaffirmer leur combat pour que le journaliste incarcéré puisse recouvrer sa liberté provisoire. Le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, a rappelé les mécanismes de médiation prévus entre autorités et organes de presse et a encouragé la création d'un espace de dialogue pour prévenir les tensions, privilégier des solutions proportionnées face à cette situation. Écoutons le président du Maison de la Presse au micro de notre équipe de reportage. La parole de la Maison de la Presse était attendue. Elle est attendue et elle sera toujours attendue dans l'affaire Youssouf Sissoko comme dans toute autre affaire touchant la presse et ses acteurs. La Maison de la Presse agira toujours en parfaite harmonie et en parfaite intelligence avec les organisations professionnelles qui la composent et qui demeurent ses bras séculiers. Retenons que Youssouf a été appréhendé, je préfère le mot appréhendé, le 5 avril 2026, pendant que la Maison de la Presse, les organisations fêtières, la HAC, le procureur chargé du pôle cybercriminalité organisait un atelier sur la régulation de la presse à l'hôtel Maïva. Unanimement, les organisations professionnelles ont déploré et même condamné la manière dont le journaliste a été interpellé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a été appréhendé. C'est l'occasion de répéter ici notre opposition ferme à certaines dispositions du nouveau code de procédure pénale qui, avons-nous plusieurs fois dit, constitue dans certaines de ces dispositions un recul démocratique préoccupant. Nous l'avons dit et nous le répétons aujourd'hui. Quand Youssouf a été mis sous mandat de dépôt, il a continué à bénéficier de la solidarité des confrères qui lui rendaient régulièrement visite à la MCA. Ils lui ont apporté soutien moral et financier. Youssouf, pendant son audition et lors de son procès à la barre, a exprimé son regret et a avoué avoir manqué de vigilance dans la publication de l'article incriminé. C'est l'occasion vraiment pour la Maison de la Presse de s'interroger sur les hiatus qui existent et qui continuent encore d'exister entre les positions affichées par l'accusé et la ligne de défense adoptée par l'avocat. La Maison de la Presse souhaite comprendre cette incohérence. En outre, la Maison de la Presse regrette l'instrumentalisation faite de cette malheureuse affaire par des narratifs étrangers qui racontent des faits qui sont différents de ce qui est dit au tribunal. Cette façon de traiter le sujet est de nature à enfoncer Youssouf Sissoko, un chef de famille qui ne souhaite que la liberté, comme il l'a toujours dit. La Maison de la Presse continuera à inscrire ses actions dans le cadre du dialogue et du respect des lois de la République, tout en s'appuyant sur des leviers sociaux pour permettre aux journalistes de recouvrer la liberté. En ce qui concerne le jugement rendu, la Maison de la Presse estime que cette peine inédite, jamais infligée à un journaliste dans le cadre de l'exercice de son travail,
constitue un précédent inacceptable. Nous en appelons à la sagesse et à la clémence du juge. C'est pourquoi la Maison de la Presse salue la décision de l'accusé, notre confrère, de faire appel de cette décision historique et inédite. La Maison de la Presse continuera à suivre de très près cette affaire et mènera les plaidoyers nécessaires pour un dénouement heureux. La Maison de la Presse réaffirme son attachement à la liberté de la presse et invite les acteurs de la presse à plus de responsabilité et de professionnalisme. À présent, place à l'actualité au plan international avec Abdul Karim Sakor. Deux frappes de drones au Soudan, l'une sur un marché au Darfour et l'autre le long d'une route au Kordofan, ont tué au moins 28 civils, s'ajoutant ainsi à un bilan des attaques de drones qui a déjà dépassé les 500 victimes cette année. Des travailleurs de la santé dans des villes distantes de 800 km ont signalé les derniers décès à l'AFP jeudi via une connexion Internet par satellite afin de contourner une coupure de communication. Les appels répétés des Nations Unies à limiter les frappes de drones et à protéger les civils sont restés lettres mortes alors que les deux camps en guerre au Soudan, l'armée régulière et les forces de soutien rapide FSR paramilitaires lancent des attaques quasi quotidiennes faisant des dizaines de morts à chaque fois. Viviane Van de Peré, représentante spéciale adjointe de la mission de stabilisation de l'ONU en République démocratique du Congo, a déclaré jeudi au Conseil de sécurité que le conflit s'étendait au-delà du nord et du sud Kivu vers la province de Chopo, située loin de l'épicentre du conflit. La situation sécuritaire au sud Kivu est restée tendue malgré le retrait de l'AFC M23 d'Uvira en janvier. Toutefois, la représentante des Nations Unies indique que la reprise des hostilités a entraîné une extension et un déplacement des lignes de front. L'extension du conflit entre les forces armées congolaises et les rebelles du mouvement AFC M23, notamment vers la frontière burundaise, augmente le risque d'une conflagration régionale. La France a démenti jeudi les accusations selon lesquelles elle aurait cédé aux pressions américaines et retiré une invitation présumée adressée à l'Afrique du Sud pour participer au sommet du G7 prévu à Evian du 15 au 17 juin prochain. Paris dit avoir plutôt jeté son dévolu sur le Kenya pour cette réunion tout en affirmant reconnaître le rôle que joue l'Afrique du Sud dans le concert des nations. Alors que Pretoria affirmait que Washington avait exhorté la France à retirer son invitation au président Cyril Ramaphosa. Mais entre Pretoria et Washington, il y a de l'eau dans le gaz depuis des mois. Donald Trump avait boycotté le sommet du G20 organisé par l'Afrique du Sud en novembre dernier. La persécution supposée des Afrikaners figure parmi les pommes de discorde entre les deux pays. Du 26 au 29 mars 2026, Yaoundé accueille la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Objectif, refonder les règles du commerce international dans un monde en crise. Entre tensions géopolitiques, crise pétrolière et division interne, les 4000 délégués présents ont 4 jours pour éviter l'échec. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a lancé un message sans équivoque dès l'ouverture du sommet. L'ordre mondial tel que nous le connaissions a changé. Nous ne le retrouverons plus. Il faut désormais construire un nouveau système en conservant ce qui fonctionnait, en corrigeant ce qui ne marchait pas et en comblant les lacunes. Les tensions entre les États-Unis, l'Iran et Israël menacent de déclencher une crise pétrolière mondiale avec des répercussions immédiates sur les chaînes d'approvisionnement. L'Organisation mondiale du commerce est fragilisée par des désaccords profonds entre les pays développés et pays en développement, notamment sur les subventions agricoles et la régulation du commerce numérique. Après la pandémie et la guerre en Ukraine, le commerce international subit une pression sans précédent. Les enjeux du sommet de Yaoundé sont nombreux, entre autres, moderniser les textes fondateurs, jugés obsolètes face aux défis actuels, notamment le changement climatique, le numérique et les inégalités. Et voilà, c'est tout pour ce 18h. Merci pour la constante fidélité. Rendez-vous à 20h30 pour la prochaine édition avec Lala Kouyaté. D'ici là, portez-vous bien et agréable suite de programme à vous.